Canal Ivoire, voix de la diversité. Amis de la presse, merci d'être là une fois de plus. Nous sommes jeudi 20 juin 2024. Vous êtes conviés à prendre part à la 27e édition de la tribune du PPAC, qui aujourd'hui est entrée dans l'habitude des Ivoiriens qui attendent chaque 15 jours que le parti se prononce à travers cette tribune. Le numéro de ce jour sera animé par le président exécutif du parti, le professeur Sébastien Dramane-Didier, et portera sur les points suivants. En point 1, bilan de l'opération CAP 2025. Le parti a initié depuis bientôt un mois d'envoyer des délégations dans toute la Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens, pour parler aux militants et leur dire qu'ils doivent être candidats en 2025. Et surtout, il va gagner en 2025. En point 2, tentative de musulmans de l'opposition par l'adoption de l'article 185 du Code pénal. Pour vous souhaiter tout à l'heure sera un détail là-dessus. Et en point 3, le décryptage du discours de son Excellence le président Alassane Ouattara sur l'état de la nation. Avant que je donne la parole donc au président exécutif, je vais saluer la présence parmi nous ici, et comme il est de coutume, de la haute direction du parti. Je veux saluer le ministre Liabi, membre du CSP. Je veux saluer SG, l'honorable Javet Elidé. Je veux saluer également la membre du CSP, la ministre Odette Sohil. Je veux saluer l'honorable Ronien Armand, membre du CSP. Je salue le VPE Otto Laurent pour sa présence. Je salue après lui le VPE Sokori Boni. Je salue également le VPE professeur Toutou Toussaint. Je salue le VPE Boni Arnaud. Également le VPE Boni Hilaire. Boni Hilaire, s'il vous plaît. Après lui, je salue le VPE Kofi Dadier. À sa suite, je salue la présence du SGA2, le camarade Mpolon. Je salue la présence de M. Doucouré Toussaint, SGA, qui est, je précise, adjoint au maire de la commune de Marcory. Je salue également la présence du SGA Kame Kame. Je salue la présence aussi de M. Posé Solo Photo Goma, membre d'expression générale du parti. Je salue la présence du président Sissavané, président de la commission communication, qui est mon patron direct. Je salue également la présence du SNT Bissouma. Je salue la présence de la camarade Do Tina également. Merci à vous d'être là. Merci de. Je salue la présence de celui qu'on appelle Jaguar, le camarade Libré, SNT Jaguar. Merci d'être là. Je vois le SGA qui vient d'arriver, le SGA Patrick Pouté. Je salue la présence du camarade Zawa Alexis, membre de la commission élection et application numérique. Je reprends donc le thème de ce jour. L'actualité ivoirienne est bouillante en ce moment. En point 1 aujourd'hui, le professeur Dramane va faire le bilan de l'opération CAP 2025. En point 2, il parle de la tentative de musulmans de l'opposition par l'adoption de l'article 185 du Code pénal. Nouveau. Et par la suite, en point 3, il sera un décryptage du discours de silence du président Alassane Ouattara sur l'état de la nation. Monsieur le président exécutif, professeur, est à vous. La Côte d'Ivoire vous écoute. Très bien. Chers amis, chers camarades,
Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu et saluer particulièrement la présence des membres de la direction du parti, notamment le grand frère, notre tonton Laurent, vice-président exécutif, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être à cette cérémonie. Je voudrais saluer les élus, parce qu'ils sont là, ceux qui portent notre voix dans les hémicycles, mais aussi dans d'autres circonstances. Je voulais saluer donc les amis journalistes qui êtes toujours là pour porter nos voix à l'extérieur. Les hommes de médias, je ne vous oublie pas. Donc à vous tous, à vous toutes qui êtes venus ce matin, je vous dis grandement merci. Contrairement à ce qu'a dit le maître de cérémonie, je pense que je vais prendre le sujet dans l'ordre qui me convient. Je ne vais pas suivre intégralement son timing ou son chronogramme. Donc vous m'en excuserez. Chers amis, donc, je vous ai remercié pour votre présence à ce 27e numéro de la tribune du PPACI. Vous savez que nous avons institué cette tribune pour parler de la réalité politique de tous les jours. Pour ne pas que les gens parlent et qu'il n'y ait rien à dire. Donc à chaque fois qu'on sera là, ce sera pour donner la voix du PPACI, mais pour parler surtout au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, je voudrais, au nom de son Excellence le Président Laurent Gbagbo et au nom de l'ensemble des membres de la direction du parti, exprimer notre profonde compassion aux familles victimes des inondations dévastatrices qui ont frappé notre pays au cours de ces derniers jours. Je tiens également à saluer le courage des communautés affectées par cette catastrophe. Le numéro de la tribune d'aujourd'hui intervient dans un contexte de grande incertitude et d'angoisse quotidienne. C'est aussi dans une atmosphère tout aussi délétère, occasionnée par la gouvernance, j'allais dire, hasardeuse de nos dirigeants. Donc notre intervention, comme l'a dit le maître de cérémonie tout à l'heure, va s'articuler autour de deux points essentiellement. Ce que nous avons défini comme la politique ou l'actualité politique, et en deuxième lieu, des missions du parti sur le terrain. Ce que nous avons appelé CAP 2025. Chers amis, donc, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a récemment modifié l'article 185 du Code pénal. Cela a suscité de vives inquiétudes et des critiques de la part de nos députés, les députés de PPACI, mais aussi les députés de l'opposition, notamment du PDCI-RDA. Nous considérons que cette disposition a pour objectif de museler l'opposition et de réduire au silence toutes les voix discordantes au régime actuel. C'est une grave atteinte aux libertés fondamentales qui sont garanties par notre Constitution. La lettre et l'esprit de cet alinéa entravent la liberté d'expression et le droit de manifester parce que sa formulation vague a été faite pour dissuader les Ivoiriens, les syndicalistes, les ONG, les associations, les leaders d'opinion et les guides religieux d'exercer leur droit de manifestation ou de manifester pacifiquement. C'est une loi qui a été prise pour intimider l'opposition dans sa globalité et plus particulièrement le PPACI. Mais vous savez, dans la vie, les crimes ne sont jamais parfaits. Les gens ont beau dire, chercher à dissimuler leurs vraies intentions, mais il y a quelque part Dieu qui fait notre bataille. Ainsi donc,
comme je disais tantôt, un crime n'est jamais parfait. Et cette intention a été dévoilée en direct à la télévision par Maître Abdoulaye Ben Meïté, par ailleurs avocat du RDR et avocat de l'État de Côte d'Ivoire, ensuite président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Ce monsieur soutient sans embâche que les partisans du monsieur Laurent Gbagbo, je cite intégralement ce qu'il a dit, que les partisans de monsieur Laurent Gbagbo, s'ils venaient à manifester pour soutenir monsieur Laurent Gbagbo parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, tomberaient directement sous le coup de cette loi. Ça veut tout dire. Ils ont pris la loi pour que le président Laurent Gbagbo, ses partisans, ne puissent pas manifester et dire que comme il n'est pas candidat, il n'est pas sur la liste électorale, nous ne sommes pas contents. On nous réunit ça. On n'a pas le droit de manifester notre mécontentement parce qu'une loi existe et que cette loi va nous empêcher de le faire. Donc voilà pourquoi ils ont pris cette loi. D'aucuns disaient oui, la loi a été prise il y a plus de 10 années, il y a plus de 20 années, et vous n'avez rien dit, ce n'est pas maintenant qu'il faut réagir. D'ailleurs, les amendements que vous avez proposés ne doivent pas intervenir à ce moment-ci, c'est avant qu'il fallait le faire. Non, ils savent ce qu'ils font, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et on dit merci à Meïté. Lui, au moins, il a eu le courage de dire ouvertement ce que le RDR et le RHDP pensaient tout bas. Voilà donc l'enjeu. Et voilà donc pourquoi cette loi a été votée. Mes camarades, nous PPACI, nous Côte d'Ivoire, nous ne cesserons de dénoncer ces injustices et de nous battre pour le respect des droits et des libertés de tous les Ivoiriens. C'est notre engagement. Et c'est pour ça qu'on est parti politique. Pour rappel, je veux dire qu'en 1992, le Premier ministre Ouattara a fait voter en catimini la loi anti-casseur. Et cette loi anti-casseur a été utilisée pour faire arrêter le président Laurent Gbagbo et ses camarades. Ils étaient contents. Mais des années plus tard, cette même loi a été utilisée pour emprisonner les dirigeants du RDR, notamment Mme Henriette Dagli-Diabaté et Feu Abantou Gon Coulibaly. Ce rappel souligne que toutes les lois, ou toute loi qui cible une personne ou un groupe, n'est jamais bonne, n'est jamais véritablement juste. Parce qu'elle peut réserver des surprises. Nous sommes pour qu'on vote une loi impersonnelle. Le PPACI continuera à jouer ou à porter la voix de tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix, à la démocratie et à la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est aussi notre engagement. Donc, malgré les obstacles, nous ferons ce que nous avons à faire. Et ce que je vais vous indiquer. Chers amis, je ne peux manquer d'évoquer le message à la nation prononcé par le chef de l'État devant le Congrès le mardi 18 juin 2024. À vrai dire, nous sommes restés profondément sceptiques en ce qui concerne la réalité du bilan brandi devant les caméras du monde entier. Et nous doutons raisonnablement de la portée des mesures proposées aux Ivoiriens par le régime Ouattara. De la forme, ce discours a manqué de solennité. Le chef de l'État l'a confondu avec le populisme. Dans le fond, cette litanie de satisfecit s'apparente à un discours de conseil de ministres à la veille des vacances gouvernementales ou à la veille d'un remaniement ministériel pour féliciter ceux qui vont certainement partir ou rassurer, ou ceux qui vont certainement rester, ou rassurer ceux qui vont aussi rester, mais pour que les autres aussi soient dans le doute, parce que si on a parti ton nom, c'est sûr que tu partiras le lendemain. Donc c'est à cet exercice-là que le chef d'État
c'est évertué pour dire aux uns et aux autres que vous, les ministres ici, si vous avez des chances de rester dans le projet de gouvernement, ceux que je n'ai pas cités partiront certainement. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Qu'on encourage son ministre à un conseil des ministres, on le comprend. Mais qu'on invite une grande assemblée de cette manière, une institution comme les 2 chambres des gens parlementaires de Côte d'Ivoire, pour nous dire qu'on est venu féliciter un ministre parce qu'il a bien travaillé, cela nous gêne énormément. Cela nous gêne énormément. Donc je veux dire qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée aussi coûteuse pour nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que circuler, il n'y a rien à voir. C'est cela qu'on peut décrypter dans le discours du chef de l'État. Derrière les belles paroles, nous ne voyons pas des réponses concrètes aux véritables préoccupations des Ivoiriens. Devant les interrogations des Ivoiriens, le chef de l'État s'est contenté de faire de l'ironie sur les attentes et les souffrances du peuple en encensant ses ministres. Pour un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a choisi d'ignorer les vrais problèmes, notamment la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la cherté de la vie et la baisse constante du pouvoir d'achat, l'augmentation du coût de l'électricité, les causes non naturelles des inondations, les effondrements d'immeubles, l'endettement excessif qui suscite aujourd'hui en notre sein une inquiétude légitime quant à son remboursement futur. Les déguerpissements, oui, les déguerpissements. Les déguerpissements, nous parlerons ici tout simplement des déguerpissements de l'abattoir de Port-Boué. Ce qui nous dénonçons, c'est la méthode inhumaine utilisée par le gouvernement, laquelle méthode inhumaine a dégénéré en affrontement violent avec la police. Des populations déjà vulnérables ont été jetées à la rue. Et certaines d'entre eux ont dû regagner leur pays d'Ardar, ce qui est en déphasage avec les valeurs d'hospitalité que nous incarnons en Côte d'Ivoire. À certains moments de son discours, en voulant justifier la CMU, c'est comme ça qu'on l'appelle, fonctionne bien, en voulant démontrer que les populations bénéficient des mesures mises en place pour sa gouvernance et qu'il n'y a rien à proposer aux Ivoiriens parce que tout a déjà été fait. Le chef de l'État nous a donné l'impression de vouloir reprendre ou répondre aux 10 piliers de la future gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais c'est peine perdue. La photocopie n'est jamais égale à la copie intégrale. Mais c'est peine perdue. Le ton et le contenu du discours ne répondent pas aux préoccupations locales. Le chef de l'État a tout simplement ignoré les souffrances des Ivoiriens. C'est un manque d'empathie. Il nous a donné l'impression de ne s'adresser qu'à son plan et non à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, à notre avis, doit se reconnecter aux réalités des populations ivoiriennes. Voilà la leçon que nous tirons de son message. Il doit se reconnecter à la population ivoirienne. Nous avons l'impression qu'il vit un peu au-delà de la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Gbagbo, nous voulons construire une alternative crédible. C'est pourquoi, après son investiture en qualité de candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, nous avons lancé l'opération CAP 2025 pour concentrer tous nos efforts sur la préparation des élections de 2025, à commencer par l'élection présidentielle. Pour la première étape de l'opération CAP 2025, vous avez vu que nous avons mis sur le terrain des camarades qui ont effectué des tournées, des mobilisations et des sensibilisations, qui ont débuté depuis le 8 juin 2024.
Cette opération a pour objectif d'informer, de mobiliser et de sensibiliser nos militants et sympathisants et toute la population ivoirienne à travers tout le territoire national. En second lieu, l'opération CAP 2025 avait aussi pour objectif d'aller à la rencontre des populations, de prendre en compte leurs préoccupations et de faire connaître notre projet politique pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire et plus prospère. À ce jour, chers amis, il convient de partager avec vous le point de situation de cette opération qui s'établit en deux principaux points. Premièrement, le déploiement des missions sur le terrain et deuxièmement, l'impact et la réception par les populations. Mais avant, nous voulons remercier du fond du cœur tous nos camarades qui sont prêtés au jeu, qui sont allés en mission, mais qui ont aussi organisé des missions sur le terrain, malgré les difficultés de toutes sortes. Merci à vous. Merci d'avoir permis à cette mission de se réaliser. Parlant du déploiement des missions sur le terrain. Au total, 36 délégations composées des membres de la direction, des organes du parti, des structures spécialisées, des structures d'activité, qui sont effectivement déployées dans les différents districts et régions de la Côte d'Ivoire à la rencontre des militants et des sympathisants et, comme je disais tantôt, à la rencontre des populations ivoiriennes. En marge des missions sur le terrain, un comité de suivi et d'accompagnement a été mis en place pour suivre la progression des délégations. Une ligne téléphonique d'urgence a été mise en place par la direction du parti pour répondre aux éventuelles questions des émissaires du président Laurent Gbagbo. Ce comité de suivi s'active à dresser l'état des lieux des fédérations pour mieux évaluer la consolidation de l'implantation de notre parti. Concernant l'impact et la réception des populations, la première phase de l'opération CAP 2025 a rencontré l'adhésion des populations ivoiriennes sur l'ensemble du territoire national. Celles-ci sont sorties massivement à la rencontre de nos délégations, comme l'attestent toutes les images que nous sommes parvenus. Les missions ont été l'occasion pour consolider l'implantation du parti, je le disais tantôt, sur le territoire, et de mettre en ordre de bataille nos militants et sympathisants pour gagner les élections de 2025 dans la vérité des urnes. Les populations ivoiriennes ont accueilli avec ferveur notre message. Pour conclure, le point de situation de l'opération CAP 2025 est satisfaisant parce qu'elle nous a permis de déployer en peu de temps sur le territoire national près de 36 délégations. Nous avons constaté que les populations sont réceptives à notre message. Nous devons redoubler d'ardeur pour que les militants et militantes, les sympathisants et sympathisantes, les nouveaux majeurs et l'ensemble des populations ivoiriennes se mobilisent pour la reconquête du pouvoir d'État. Parce que Laurent Gbagbo est un homme d'expérience, parce que Laurent Gbagbo peut lutter efficacement contre la paupérisation de la population, parce que le président Laurent Gbagbo peut mettre en place une vraie politique de création d'emplois pour les jeunes, parce que Laurent Gbagbo va mettre tous les Ivoiriens ensemble, sans vengeance, sans discrimination, pour que Laurent Gbagbo ramène la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et aux frontières de la Côte d'Ivoire. L'opération CAP 2025 doit être maintenue. L'opération 2025, j'allais dire, doit maintenir le cap pour 2025. Je répète, pour tout ce que j'ai énoncé, l'opération CAP 2025 doit maintenir le cap sur 2025. Chers amis, c'est ce point-là que nous voulons vous faire. Au résumé en disant
que sur la Côte d'Ivoire, sur l'actualité politique, nous avons beaucoup à dire. Mais comme nous sommes dans une conférence de presse, à une tribune, on ne va pas rater dans tous les détails. Je vous ai dit l'essentiel. La loi d'article 185 était une mauvaise loi. Une loi pour museler la Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas. Et nous nous battrons pour que cette loi ne soit pas appliquée. Même si elle était appliquée, notre ADN nous oblige à mener nos actions dans le respect de l'être humain, dans le respect de la défense, de la liberté des Ivoiriens et des Ivoiriennes. En deuxième lieu, sur l'état de la Côte d'Ivoire, à travers les messages du président Alassane Ouattara, nous avons beaucoup à dire. Nous avons dit que le message ne s'adressait pas aux Ivoiriens, mais certainement à son clan. Et nous avons réfuté un certain nombre de points. Et enfin, nous sommes dans la vision de 2025. Et par rapport à cette vision de 2025, je vous ai fait part des tournées que nous avons mises en route pour vous dire que les Ivoiriens sont aujourd'hui prêts pour mettre Laurent Gbagbo au palais pénitentiaire pour que lui au moins s'occupe d'eux, s'occupe de leur quotidien, qu'il pense à eux. Chers camarades, voilà pourquoi nous vous avons appelé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Effectivement, je l'ai dit, je maintiens que le président doit se reconnecter pour comprendre les problèmes des Ivoiriens. Parce qu'on a vu là, l'impression que ça nous a donné, c'est qu'il ne parlait pas des Ivoiriens. Quand quelqu'un dit que tout va bien, la Côte d'Ivoire, que oui, l'électricité a augmenté, la vie est chère, je suis au courant. Et puis c'est tout. Il est au courant, mais il n'a pas de solution. Il est au courant, il a avoué qu'il est au courant. Comme nous, mais il n'a pas de solution. Or, le petit Ivoirien veut une solution pour son problème. C'est pour ça qu'il a élu un président, pour régler son problème. Si tu connais les problèmes de tes concitoyens, que tu ne peux pas régler, comment on appelle ça? Ça veut dire tout simplement que tu n'es pas dans leur groupe, tu n'es pas dans leur société, tu es ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils redescendent au niveau du peuple de Côte d'Ivoire, et c'est là que nous avons appelé la reconnexion. Qu'ils ne prennent la tâche avec le peuple de Côte d'Ivoire pour comprendre leurs problèmes et trouver des solutions à leurs problèmes. Alors si vous me dites que, comme lui il a parlé, c'est peut-être pas lui qui a écrit le discours, c'est ce que vous voulez dire, ce sont ses ministres qui ont écrit. Donc c'est le ministre qui l'ont induit en erreur. C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne peux pas imaginer ce qui est dans sa tête, hein, ce n'est pas mon affaire. Lui, il a demandé à ses ministres, j'ai attendu comme vous, qu'il a donné des satisfecits à certains d'entre eux, pas à tout le monde. On dit, oui, tel a fait des kilomètres et des kilomètres de route. Il a fait 1800 et quelques kilomètres de bitumage. Et moi qui suis devenu le Brécois, donc du coup, je me demande de quel kilomètre de bitume on parle. Pas quand tu quittes Diegoulefla, que tu vas jusqu'à Daloa, il n'y a plus de route chez nous. Mais je ne vais pas aller très loin. Quand tu quittes Abidjan, à Bobo, que tu vas à Danguira, puis tu vas à l'épée, il n'y a pas de route. Et comme j'ai envoyé des gens en mission sur le terrain pour parler aux populations, ce qui m'est revenu, c'est la catastrophe. Le chef de l'État a dit qu'il a désengorgé des pistes pour que les produits puissent circuler tranquillement. Je ne sais pas de quelle piste villageoise il parle, de quelle route il parle. Mais moi, j'ai envoyé des gens dans le Boclet. Mes aînés sont allés dans le Boclet pour parler aux populations. Ils ont laissé la voiture 4x4. Ils ont été obligés de prendre des bicyclettes ou des motos pour accéder à des villages. Comment un produit agricole peut sortir d'un village sur une bicyclette? Bon, je pose la question. Donc c'est tout ça. C'est tout ça que je veux dire. On fait les routes, on dit oui, elle a fait 1800 km de bitumage. Mais où ça se trouve? Peut-être le pont de Branakote ou bien Sebroko à Yopougon. C'est ce que vous voulez dire. C'est vrai que là-bas on voit des bétons, on voit des routes en béton. Des routes et tu surplombes les maisons. Ça on a vu. Mais moi qui suis de village, ce n'est pas ça que je mange. Ce n'est pas sur ça que je passe. Mon quotidien, c'est ce que je cultive tous les jours. C'est ce que je vais aller vendre pour mettre mon enfant à l'école. Ma piste là, personne ne s'occupe de ça. Et moi, je suis du gauche, je vous dis très bien que je suis encerclé, peut-être par les routes qui ont été bitumées, mais chez moi, il n'y en a pas. Chez moi, il n'y en a pas.
Et les gens me disent aussi que quand tu quittes Daloa pour aller vers Tabou, tout le bleu, c'est tout un problème. Quand on quitte chez moi pour aller ici à Daloa, c'est tout un problème. Donc, de quel bitume on nous parle? Des bitumes de Oufoué-Boni, des béquiers, de Babou, de quoi on nous parle? C'est ça la question qu'on se pose. Donc, il faut descendre au niveau des peuples pour voir les vrais problèmes et régler des problèmes, donner des vraies solutions. Ce qu'on n'a pas vu au cours de l'exposé du chef de l'État. Voilà ce que je veux dire concernant votre intervention. Vous dites aussi, qu'est-ce qu'on attendait du président Alassane Ouattara? Ce que j'attendais, c'était qu'il règle nos problèmes. Nos problèmes quotidiens. C'est-à-dire, mon électricité a augmenté, je paie beaucoup d'argent. Mon eau a augmenté, je voulais qu'il règle ça. Il n'a pas réglé. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, je n'attendais rien de lui. Je n'attendais rien de lui. Moi, j'ai même une activité, une action pour que Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne les élections. C'est ça qu'on appelait CAP 2025. C'est tout. C'est tout. Donc, ce n'est pas sur ça que je l'attendais. J'attendais sur le règlement de nos problèmes quotidiens. L'eau, l'électricité, déguerpissement, les immeubles qui s'écroulent. Pourquoi les immeubles s'écroulent en Côte d'Ivoire? Pourquoi? On nous dit oui, les gens mouraient parce qu'ils étaient dans les bidonvilles. On a détruit tous les bidonvilles. Ça n'existe plus. D'où vient que les Ivoiriens meurent encore à la saison de pluie? Pourquoi? On vit tous à Abidjan, à Cocody. Donc, les morts qui étaient dans les zones périphériques, dans les zones sinistrées, à Bramakoté et autres, se sont déplacés sur Cocody. Nous qui estimions être dans les quartiers UP, dès qu'il pleut, on a peur de mourir. Voilà, la mort est arrivée chez nous ici. D'où ça vient tout ça? Ils ont donné des autorisations à des gens, des ACD pour le dire. Ils ont construit des immeubles, les immeubles s'écroulent à tout vent. Chers amis, voilà ces questions que nous posons. Voilà ces questions que nous posons. Et c'est à ce niveau-là qu'on attendait des réponses qu'on n'a pas eues. Au suivant. Oui, vous avez pour c'est intéressant. C'est très intéressant. Chers amis de l'Inter, de Soir Info, pardon. Or, vous savez, au cours de ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se disent concernant la Russie, ici, la Russie là. Et plus particulièrement, depuis la guerre d'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai même appris que mon pays a autorisé un ambassadeur, a ouvert une ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire. Bien, tout ça, c'est bon. Mais moi, je suis très pragmatique. Si on voit dans nos meetings, dans les meetings des hommes politiques dans le monde, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, on voit des drapeaux russes, c'est bien. C'est parce qu'à un moment donné, les jeunes pensent que la Russie peut faire quelque chose pour eux. C'est comme ça, on rêve toujours. Quand on était jeune, on avait des cahiers d'amour, on dessinait, on mettait des photos des jeunes femmes européennes, on était plus contents. On rêve. Donc le rêve est humain et je ne veux pas rien dire contre ça. Mais pour être honnête, mon parti, le PPRCI, n'a pas d'accord avec le gouvernement russe, ni avec le parti politique, parti communiste russe. Mon parti n'a pas ce genre d'accord. Il faut que ça soit clair. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui, bon, quels sont les rapports du PPRCI avec la Russie. Nous voulons avoir des rapports avec tous les pays du monde. Nous nous battons pour le panafricanisme. Nous nous battons pour le nationalisme, si vous voulez. Le panafricanisme, c'est tout simplement le fait de mettre nos valeurs, nos efforts ensemble en tant qu'Africains pour faire face à ce qui se présente devant nous. Devant nous, il y a des pays occidentaux, il y a des pays, j'allais dire, qui veulent nous coloniser plus ou moins, mais si au moins nous on était ensemble, nous on était sûrs de ce que nous avons, et on voulait prospérer sur ce que nous avons, monnaie sur ce que nous avons, d'égal à égal, ça aurait été bien. Et nous, le panafricanisme que je défends, c'est par rapport à ça. Est-ce que les Africains ne peuvent pas être ensemble pour poser leurs problèmes ensemble, pour trouver des solutions à leurs problèmes de façon africaine? Après, une fois on a posé ce postulat, tout individu qui est en face de nous, enfin toute organisation qui est en face de nous, on met des discussions, et si nous sommes gagnants dans ce que les gens nous proposent, on est preneurs.
de ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Mais pour l'instant, mon parti n'a pas d'accord. En tant que parti politique, c'est d'ailleurs difficile qu'un parti politique ait un accord avec un gouvernement. C'est difficile. On peut avoir un accord entre partis politiques, ça c'est possible. Mais pour le moment, là, on n'a pas ça. Donc, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas faire des amalgames. Nous luttons pour accéder au pouvoir demain. Si on accède au pouvoir demain, nous serons ouverts à toutes les nations du monde. Pourvu qu'on nous respecte et pourvu qu'on les respecte. Donc, ce sera des partenariats gagnant-gagnant. Pour le moment, c'est ça que je peux vous dire sur ce dossier. Merci beaucoup. Le journaliste du Temps, monsieur que je connais, Ferdinand Bailly. Or, concernant les plantations, quand on a commencé à parler des plantations, c'est à ce moment-là que le président venait de nous désigner, qui est de Jean-Gervais et moi, à la direction exécutive du parti. Notre implantation était aux environs de 30% à peu près. Et quand on est arrivé, nous avons mis les bouchées doubles et aujourd'hui, nous avoisinons les 60 à 80% de plantation. C'est ça que je veux dire. Et nous avons demandé donc à nos camarades d'aller vérifier sur le terrain l'effectivité de ces implantations. Et les données sont à peine de nous remonter, nous ferons le point et on reviendra vers vous. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui entre 70 et 80% d'implantation de notre parti sur le terrain. Deuxième point, la saisie du comité du Conseil constitutionnel. C'est bien ça, hein, par rapport à la loi, à l'article 185. C'est bien ça. Bien, les députés sont ici. Ils n'ont pas encore dit visiblement, de façon lisible, qu'ils ont déposé une requête au Conseil constitutionnel. Ils ne l'ont pas encore dit ouvertement. Mais moi, je pense que s'ils veulent bien, ils peuvent le faire. Je donne mon sentiment personnel. Cette loi a été votée parce que le président Ouattara veut qu'elle soit votée. Que tu aies un conseil constitutionnel ou pas, cette loi, il a voté la loi. Et ce n'est pas notre conseil constitutionnel qui va désavouer le président de la République. Tel qu'on la connaît, tel qu'on connaît la procédure, ça m'étonnerait que le conseil constitutionnel désavoue l'Assemblée nationale et le président de la République. Ce que j'ai dit, je répète, nous allons nous battre. Nous sommes toujours battus contre les obstacles. Nous allons nous battre, avancer, plus avancer. Quelqu'un me posait la question la dernière fois, je dis que dans le travail que nous faisons, il y a 3 formes de persécution, de punition. On te tue, donc tu es mort. On te met en prison, donc tu n'as plus droit à la liberté. On te met en exil, donc tu n'es pas dans ton pays, tu souffres ailleurs. On te prend des biens, c'est ce qu'on appelle ici les comptes bloqués, à défaut d'avoir détruit ta maison ou ta plantation. Donc nous, anciens FPI, niveau PPACI, nous avons connu tout ça. On a connu la mort, on a connu la prison, on a connu l'exil, on a connu les destructions des biens. Qu'est-ce qui peut nous faire peur maintenant ici? Ce sont les méthodes d'intimidation, mais la lutte, là, nous y croyons, nous allons lutter. Nous allons lutter. Et puis, Conseil constitutionnel va faire son travail. On m'a dit que les ONG veulent saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Donc, chacun fait son travail. S'ils réussissent, tant mieux. Mais ce que je sais, concernant le cas du président Gbagbo, donc je ne vais pas parler ici dans le cadre du message du président Ouattara, mais nous sommes allés jusqu'à l'international. L'international a donné une décision favorable au président Gbagbo et le président Ouattara a refusé de l'appliquer. Et pour ne pas l'appliquer, il est sorti de la Cour de justice africaine. Donc, nous là, on entend bien de tout ça. Nous avons mené notre but, comme nous l'avons toujours mené. C'est ça que je peux dire, sur ce plan. Camarade parlait de la Chine. Il a parlé? Camarade a parlé. Le 3e point du camarade.
le problème de la santé est un problème difficile, crucial dans notre pays. Aujourd'hui, on peut donner des statistiques, toutes les statistiques possibles. Et on peut faire dire à des statistiques ce qu'on a envie qu'elles disent. Elles ne disent pas toujours la vérité. Donc, on dit hier que le taux de croissance, le taux de mortalité était à 50%, et qu'on dit 70%, c'est la manipulation des chiffres. Et vous connaissez ça très bien. Les chiffres que le président a donné la dernière fois, il y en a beaucoup qui ont été manipulés. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été manipulés. On dit le taux de pauvreté est aujourd'hui à 39%. Mais quand tu ramènes ce taux de pauvreté, pour celui qui n'a pas bien compris, tu dis, ah, ils ont travaillé, c'était à 50%, puis ils sont revenus à 39%, donc ils ont bien travaillé. Il y a moins de chômeurs, il y a moins de pauvres qui viennent à Côte d'Ivoire. Mais ça n'est pas vrai. Quand tu vois le chiffre absolu ramené à la population, c'est toute autre chose. Le pourcentage qu'on donnait en 2011 ou en 2007, qui était de 11 millions ou bien de 12 millions, aujourd'hui on tombe à 11 500 000. Quelle est la différence entre 12 millions et 11 500 000? En 10 années ou bien à 15 ans, quel est le progrès qu'il a fait entre 12 millions et 11 500 000? Ça veut dire que les chiffres, les statistiques à ce niveau-là ne veulent rien dire. On les énumère, on les énonce pour faire bien. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Sur la santé même, ils ont dit que oui, le plateau technique aujourd'hui est hors pair. La CMU fait que les gens peuvent se soigner où? Mes chers amis, vous avez vos cartes de CMU ici? Aucun. Moi, je n'en ai pas. Et comme je suis pharmacien, que les camarades, les amis pharmaciens parlent avec moi, à un moment donné, ils ont livré des médicaments, de générer des médicaments de pleine nécessité dans les pharmacies. Pour que les gens qui ont la carte viennent récupérer, viennent prendre les médicaments. Mais ça n'a pas fonctionné. Les pharmaciens ont redressé les médicaments au ministère. Ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas fonctionné. Ça ne repose sur rien. La base là n'est pas solide. Nous avions commencé l'assurance maladie universelle, qui était assise sur un socle. Moi-même, ministre de l'Agriculture à l'époque, j'avais déjà fait avec Mme Rossi la caisse agricole. La caisse agricole l'avait déjà faite. On était prêts à commencer, ils sont fait leur coup d'État. Nous allons empêcher. Ils ont repris le dossier. Au lieu de partir sur la base que nous avons mise en place, ils ont pu tout créer, tout recréer. En recréant, on a des difficultés. Il faut aujourd'hui avoir la CMI pour mettre son enfant à l'école. Il faut avoir la CMI pour aller passer les BPC, le CEP. Dans quel pays on est? Un enfant qui veut passer son CEP. On va lui demander la CMI. Pourquoi? Il faut avoir la CMI pour mettre son enfant à l'école. Ça. On va où là? Alors que dans le même temps, vous luttez contre l'analphabétisation. Il faut que les enfants aillent à l'école, que les jeunes aillent à l'école. Mais vous les empêchez d'aller à l'école en exigeant la CMI à leurs parents. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est contradictoire. Donc, voilà tout ça qui nous pousse à dire que tout ce que les gens disent là, ce ne sont que des paroles. Des paroles qui sont assises sur aucun fait solide. Merci, camarade. Pour mon camarade, mon ami du Canal d'Ivoire, je vais parler du Conseil constitutionnel. Je vais lui parler de beaucoup d'autres choses aussi, parce que je viens d'une élection régionale ou locale, où le Conseil d'État a joué un rôle à un moment donné. Moi, ça n'engage que moi. Sur ce que je vois dans mon pays, les institutions, on les respecte, et je les respecte. Dans une nation, dans une république, c'est les institutions qui consolident la république. Mais malheureusement, les hommes et les femmes que nous mettons à la tête de nos institutions sont tellement partisans que les vrais problèmes sont éludés parfois. C'est ça qui me fait douter de la saisine de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Sinon, les députés peuvent me saisir. S'ils répondent favorablement, tant mieux. Mais s'ils ne répondent pas favorablement, moi, je n'entendais pas grand-chose. Donc, je n'ai rien perdu. Mais c'est une institution de la République que nous respectons. Ce que nous souhaitons, c'est que ces institutions-là fassent leur travail de façon impartiale. Ce sont les institutions qui font qu'un pays est solide ou pas. Vous voyez, il y a des pays où les chefs d'État ont été destitués par des justices de leur pays. Mais ça, ce sont des pays où la justice est forte.
c'est nous. Est-ce qu'on en est là? Je me pose des questions. Et ça, c'est que moi, je me pose des questions. En tant que citoyen, je me pose des questions. Maintenant, saisir le Conseil constitutionnel, c'est une bonne chose. Qu'il le fasse, je n'entends pas grand-chose. Je n'en entends pas grand-chose. Alors, il dit aussi que le président dit que tout est calme. Oui, on dit la paix, les gens disent que la paix, c'est l'absence de bruit. C'est l'absence de pluie. C'est ce qu'ils appellent la paix. Mais celui qui a donné cette définition, il allait trop vite en besogne. Parce que la paix, quand les prêtres disent la paix du cœur, ça veut dire qu'intérieurement, on doit sentir la paix. Or, dans les interventions des hommes politiques, ils s'en tiennent uniquement à l'aspect superficiel de la paix. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de bruit, on dit il y a la paix. Mais là, il y a eu le tonnerre tout à l'heure. Là, il y a eu la paix ici. On a pu tressaillir. Donc, comme il n'y a pas de coup de fusil, comme les gens ne se battent pas, on estime qu'on est en paix. Allez-y dans nos villages où il y a des problèmes de foncier partout. Il y a des problèmes de cohabitation partout. C'est parce que les gens ne viennent pas se prendre la Abidjan que vous ne les voyez pas. Mais partout en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Là, chacun dans son foyer, dans sa famille, dans son village, dans sa région, voit des problèmes passer tous les jours. Il estime que ça, c'est la paix, que tout est calme. Mais nous qui sommes sur le terrain, on ne voit pas ça de la même façon. Donc, la paix là dont on parle, c'est un tout. Que le président dit qu'il a la paix, c'est vrai. Il n'y a pas de coup de fusil, on est d'accord. Mais la paix, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'on parle de réconciliation vraie à Côte d'Ivoire. On n'en est pas encore là. Donc, je consens avec toi que le président estime qu'il y a la paix. Je lui donne, qu'on appelle ça, je le félicite pour ça. Mais ce n'est pas la paix que nous souhaitons, que les Ivoiriens souhaitent. Il y a la paix que lui veut, et il y a la paix que nous voulons, qui n'est pas encore là. Et s'il veut qu'on ait la paix, c'est la paix de la globalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la façon de conduire notre pays et que tout le monde se reconnaisse dans la manière de conduire notre pays. Et à ce moment-là, on est en paix. Il a parlé de dialogue politique. Le dialogue politique, oui, effectivement, ils ont initié le dialogue politique. Avant, on appelait ça dialogue permanent. J'ai connu tout ça. Parce que j'ai eu la chance d'être à chaque fois un des représentants du parti. On a connu tout ça. Mais quels ont été les résultats, les solutions trouvées après ce dialogue? Les dialogues ont pris de bonnes résolutions qui n'ont jamais été appliquées. Ils ont pris de bonnes résolutions qui n'ont jamais été appliquées. Alors à quoi ça sert de parler de dialogue, dialogue, dialogue? D'ailleurs, nous avons demandé le dialogue, mais qui n'a pas encore abouti. Alors quand on dit qu'on a fait le dialogue et que le dialogue permet de régler les problèmes, je ne suis pas si sûr. Il faut le dialogue à des moments donnés, quand ça les arrange. Quand les amis leur demandent de dire, faire du dialogue, pour que les gens sentent que vous êtes démocrate, que vous faites du dialogue, ils le font. Mais dès que la période passe, ça ne les intéresse plus, ils sont plus ça. Ils ne cherchent même plus à faire le dialogue. Donc ils font le dialogue quand ça les arrange. Il ne faut pas le dialogue pour les Ivoiriens. Nous, on a besoin de dialogue pour avoir la paix dans notre pays, la cohésion, la réconciliation dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il veut le dialogue pour avoir des bailleurs de fonds. Pourquoi les finances? Bon, nous, on n'est pas dans ça. Mais comme c'est des chefs d'État, comme c'est une nation, quand ils parlent de dialogue, on se prête au jeu. Donc, chers amis, le dialogue dont on parle, c'est ça que nous attendons d'eux. S'il y a la paix et le dialogue en Côte d'Ivoire, je pense que c'est parce que le président Ouattara a affaire à une opposition civilisée. Son opposition civilisée fait que on ne fait pas des bouillies que d'aucuns auraient fait en son temps. On connaît ça aussi. Nous sommes une opposition civilisée. Nous voulons que les choses se passent de façon démocratique. Nous menons nos luttes de façon démocratique. Nous menons nos luttes dans les limites du droit. C'est pour ça que quand vous prenez des lois de ce genre-là, on n'est pas content. Par la Constitution, nous donne le droit de manifester quand on n'est pas content. Et un parti d'opposition est créé pour dire ce que le gouvernement a fait n'est pas bon, quand c'est pas bon, pour dire que ce que le gouvernement a fait est bon, quand c'est bon. C'est ça le rôle d'un parti politique, de l'opposition. À quoi ça sert d'être dans l'opposition si tu ne peux plus dire tout ça? À quoi ça sert? Donc, nous sommes une opposition civilisée. Nous nous battons pour nos droits, nous nous battons pour le droit des Ivoiriens, nous nous battons pour la liberté des Ivoiriens, nous nous battons pour la liberté de tout le monde. Voilà ce que je peux dire sur ce calme plat que vous constatez
dont est fier le président de la République, mais je vais dire tout simplement que c'est parce qu'il a une opposition, il a en face de lui une opposition civilisée qui veut faire des choses dans les normes. Amis de la presse, je pense que vous avez... Enfin, chers amis, c'est que nous sommes dans un pays que nous aimons tous, nous, de l'opposition, mais peut-être avec les gens du pouvoir. Et nous ne voulons pas que ce pays retombe dans le travers que nous avons connu de 2000 à hier, à aujourd'hui. Nous voulons que ce pays retrouve ses marques, que ce pays retrouve ses valeurs d'antan. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo se bat. C'est pour cela que, malgré l'âge, il continue à porter la lutte. La lutte pour permettre aux Ivoiriens de vivre sainement et de vivre heureux. La lutte pour que ce pays retrouve ses marques. C'est pour ça qu'il se bat. Il se bat encore aujourd'hui pour, il veut apprêter son propre terme, pour mettre les clous là il faut, pour serrer les boulons, les clous, pour laisser à la Côte d'Ivoire, pour laisser à la postérité, à la jeune génération, une Côte d'Ivoire solide, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix, pour que ceux qui viennent demain puissent travailler sur un terreau déjà prospère, un terreau déjà humide, et qui puisse prospérer et réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser. Donc je vous appelle, les camarades, vous, les camarades qui êtes présents, mais vous les journalistes aussi, pour relayer notre message. Notre message est très simple. Nous sommes à l'orée des élections 2025. Nous voulons que ces élections se passent dans la paix, de la fraternité, de la tolérance totale. Pour y arriver, nous avons des efforts à faire. Ces efforts passent par la mise en place des structures qui vont organiser les élections de façon saine et de la confiance. Ça concerne la commission électorale indépendante qui doit faire preuve d'impartialité. Or, au jour d'aujourd'hui, cette commission ne donne pas cette impression. C'est pour ça que nous demandons qu'on remette en place une nouvelle commission électorale indépendante qui va faire le travail pour tous les Ivoiriens et non le travail d'un camp. Deuxième chose que nous demandons, c'est que tout ce qui concerne le processus électoral, que ce soit les élections, les listes électorales, que ce soit les découpages électoraux, que tout cela fasse l'objet d'une discussion fraternelle, consensuelle, pour que les décisions qui sortent de là puissent être appliquées par le pouvoir en place et que chacun s'y retrouve. Voilà ce que nous demandons pour notre pays, dans le seul intérêt d'une Côte d'Ivoire saine, fraternelle, prospère et, je vais dire, inclusive. Chers amis, voilà ce que je voulais dire comme mot de fin. Je vous remercie d'être venus encore une fois. Continuez à relayer nos messages, continuez à plaider pour la Côte d'Ivoire auprès des décideurs pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice dans l'intérêt, bien entendu, de tous les Ivoiriens. Je vous remercie.